C'est ça le fameux Doberman? Oui, c'est ça le fameux Doberman. Avec moi, tous ces bouffons, ils seraient déjà morts. Quand tu rentres dans la banque, le souffle de la roquette a vissé tout le monde au mur. C'est beau. C'est Noël. Ça sent le sapin. Vas-y, shoot-toi, shoot! Allô, c'est Yann. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était encore ma femme. Braquer les banques pour le plaisir, c'est pas humain. On n'a pas le droit de mépriser l'argent comme ça. Vous voyez où c'est comme le gibier. Faut que la viande pourrisse un peu pour qu'elle soit bonne. Un morteguet. The Doberman. Nous sommes en 1997, Yann Kounen a 33 ans et comme il le déclare lui-même dans une interview sur Canal+, il est prêt à être crucifié. Il paraît que quand Dieu veut punir les hommes, il leur donne exactement ce qu'ils veulent et c'est ce qui va lui arriver avec Doberman, son premier long métrage qui suivait une belle série de courts-métrages absolument barjots et extrêmement stylisés et impeccables techniquement. Mais aussi en parallèle, il va accrocher un public qui n'attendait que de voir débouler en France des films de ce calibre. Donc on va parler de Doberman, et avec moi pour en parler ce soir, Aurélien. Salut Aurélien. Salut. Du coup, Doberman, et j'ai eu la chance de le découvrir sur grand écran pendant la fête du cinéma. Et ce fut un réel bonheur, je dois dire, à cette époque, parce que, comme je le disais, il n'y avait pas grand-chose qui sortait. On avait eu quelques films en France, on avait Kassovitz qui avait bien fait parler de lui avec La Haine, qui allait faire encore plus parler de lui avec Assassin, son troisième long métrage, qui allait bien se faire amocher à Cannes. On avait eu Albert Dupontel avec Bernie, un an auparavant, il me semble. On avait eu Carouet Genet, on avait eu Christophe Gans et son Crying Freeman, et on avait Yann Kounen qui arrivait sur la scène. Toi, Aurélien, tu l'as découvert quand, le film ? Alors, Doberman, alors je ne l'ai pas découvert quand il est sorti en salle, puisque à l'époque j'avais 13 ans et le film était interdit aux moins de 16 ans, donc pas moyen d'accéder aux salles. Mais par contre, 3 ans après sa sortie, et il a été diffusé sur la 3, c'était vers 1h du matin, c'était un vendredi soir en 2000, où d'ailleurs la diffusion du film était accompagnée par une présentation, une interview du film par Yann Kounen. Et c'est vrai que c'est un film que je voulais voir depuis sa sortie en salle, parce que ça avait vraiment l'air à part et assez rock'n'roll, on dira, et ça faisait plutôt envie, mais donc j'ai dû attendre 3 ans pour le découvrir. Et ce que j'en ai pensé à l'époque, c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui, on détaillera, c'est que c'est un film qui a un peu pété dans tous les sens, qui a beaucoup de maladresse, mais énormément de choses qui le rendent très attachant. C'est ça, c'est exactement ça, et j'en viens au même constat que toi, effectivement. L'avis que j'ai aujourd'hui sur Doberman, c'est le même, avec peut-être encore un peu plus de respect en sachant un peu la situation du cinéma français, même si à cette époque, effectivement, il y avait Canal+, qui aidait un petit peu, qui aidait même carrément ce cinéma émergent en France, mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini, hein, c'est terminé de donner autant de pognon à un film pareil et qu'il y ait autant de copies disponibles en salle au moment de sa sortie. Oui, mais c'est ça qui est dingue, c'est que c'est un film qui, si on écoute les propos de Kounen quand il en parle, c'est que le film a eu un budget qui n'était pas énormissime, mais qui était quand même plutôt confortable, qu'il a été distribué dans 350 salles, ce qui est quand même un chiffre assez énorme pour un petit film, entre guillemets, de genre français. Il dit aussi avoir fait le film en totale liberté. Ça arrive à C'est-à-dire cette époque. C'est-à-dire que pour le coup, il n'y avait personne pour le freiner, et donc il te fait un truc totalement en roue libre, où il injecte tout le mauvais goût et l'esprit punk qu'il voulait mettre dedans, et
Et voilà que le truc sort sur 350 salles et fait 800 000 entrées. C'est assez dingue. Enfin, c'est vraiment un ovni quand même dans l'histoire du cinéma français, ce truc. Complètement. Il y avait eu une énorme campagne marketing. Canal+ soutenait énormément le film. Il a le soutien Oui, de mais je me Canal+ souviens même Écriture. qu'à l'époque, j'avais vu, si j'en avais entendu parler, je crois que c'était en voyant la bande-annonce dans des émissions, mais dans des émissions de merde, hein, genre chez Arthur ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait quand même l'équipe qui faisait le tour des plateaux télé pour vendre leurs films, pour vendre leurs films invendables, quoi. Enfin, c'est assez génial. Et 350 copies sur la France. Pour que les gens se fassent une petite idée un petit peu, récemment, Climax de Gaspard Noé, c'était 63 salles. Donc on est sur quelque chose de radicalement différent. Et en plus, je me souviens qu'à l'époque, ça avait bien marché parce que c'était devenu vraiment un film, comment on pourrait dire, un film culte de cours de récré un peu. Je sais que par exemple, quand j'étais au lycée, quasiment tout le monde après ensuite se filait des VHS de Doberman sous le manteau en disant est-ce que tu as vu ce film, voilà, qui est incroyable, qui brise absolument toutes les règles de bienséance, faut que tu le vois, et c'est clairement le genre de film qui tournait dans tout le lycée et que tout le monde devait avoir vu, quoi. Restez bien, ouais. C'est con qu'on n'en fait plus. Bah, on avait jamais eu ça, véritablement, en France, quelque chose qui soit aussi barré, aussi mal poli même, plus qu'impoli, c'était vraiment très mal poli, et qui était aussi à fond second degré en jouant la carte BD, comic book à tout niveau, visuel, au niveau de son écriture, la manière aussi qu'il a de dépeindre ses personnages, qui sont tout droit sortis de l'esprit assez dérangé de Joël Houssin. Oui. Qui est quand même un sacré monsieur, hein, on le dira jamais assez, et c'est lui qui a écrit le scénario, du coup, qui a ressorti ses crayons pour réécrire une histoire du Doberman et expressément pour le film. Je sais pas s'il en a fait un livre ou pas de ça, je ne sais pas exactement. Je sais pas, je crois que c'est vraiment, pour le coup, c'est une aventure spécifique pour le cinéma. Et donc il l'a coécrit, enfin Yann a participé à l'écriture du scénario. Oui, oui, mais clairement. Mais d'ailleurs, récemment, je suis tombé sur une interview de Yann Kounen qui parlait de Joël Houssin et leur collaboration et qui disait qu'ils ont écrit le film, mais vraiment en mode petit con, voilà, qui veulent troller et, voilà, et provoquer parce que ça les fait marrer, quoi, parce qu'ils racontaient des séances d'écriture. Et il disait en gros, ouais, Joël Houssin et moi, on était Beavis et Butthead. C'est-à-dire que toutes les 2 minutes, il y en a un qui sortait une vanne, une vanne bien dégueulasse ou un truc, et l'autre était mort de rire, puis ils se mettaient à pouffer de rire tous les deux et ils notaient leur idée déviante, quoi. Et ils ont écrit le film un peu en accumulant le plus de vannes qui peuvent gêner, entre guillemets, voilà, possible. Tu voulais que je devienne un avocat? Ben ça a moitié réussi, je suis déjà un enculé. Toi, maman, c'est plus la peine de me filer tous tes médicaments. Si je pète tout le temps, c'est que j'arrête pas de me faire défoncer le cul. Ils y sont arrivés, hein. Je pense que le film, quand on voit les torrents de merde qu'il a pu se ramasser par la critique française à l'époque, en tout cas la critique la plus, comment dire, la plus classique, la plus installée, la plus Télérama, Inrecuptible, Cahier du cinéma, ils ne l'ont pas raté. En même temps, lui s'y attendait. Les deux devaient s'y attendre. On a cette fameuse scène avec Romain Duris qui va chier dans le canal et qui ensuite se sert des pages des cahiers du cinéma pour se torcher le cul, avec un Télérama qui traîne aussi. Et c'est la main de... d'autant plus beau que cette scène, apparemment, pour la main, c'est un raccord sur la main de Yann Kounen. C'est ce que j'allais dire, oui, c'était la main de Kounen, l'insert. Il y a quand même eu une sacrée violence, hein, dans les mots qui ont été utilisés, et on sentait que visiblement il y a beaucoup de gens en France qui ne voulaient surtout pas que des films comme ça se fassent et aient un public. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur public à eux, leur lectorat, on va dire, n'allait pas nécessairement être intéressé. Par contre, tous ceux qui n'en avaient absolument rien à taper des cahiers du cinéma et de Télérama et consorts, eux se sont jetés dessus. Mais c'est vrai qu'en même temps, en France, c'était tellement rare. Enfin,
ça le reste, hein, de voir un film qui ressemble vraiment à un gros truc d'exploitation. C'est-à-dire qu'il va à fond, voilà, dans le mauvais goût, dans la violence, dans tout ce qui est crapoteux, mais dans une optique c'est parce que ça peut être rigolo, ça va vous éclater, quoi. Je veux dire, c'est vraiment la pure logique de cinéma d'exploitation et ce genre de trucs. Enfin, je crois qu'en France, on n'avait pas vu ça depuis 83 avec Canicule, limite. Enfin, il y en a peut-être eu depuis, mais c'est peut-être Baby Blood, quoi. Le ton est donné par les dents de Romain Duris. Voilà, Et ces gros plans en courte focale sur ses dents oui, c'est dégueulasses. ça. Où Duris apparemment s'amusait, gardait ses prothèses dentaires et se baladait dans Paris avec les autres de la troupe. Et faisait flipper tout le monde dans la rue, c'était un de leurs jeux. Un petit détail amusant qui, toi, te fera rire, un détail dont parle Kounen dans le commentaire audio avec Tchéky Cario et Cassel. Un de ses points d'aspiration, en tout cas, le fait qu'il ait pensé à Tchéky Cario, c'est L'Amour braque. Ah, C'est le tiens. premier film qu'il cite dans les commentaires, le tout premier. J'ai pensé à toi direct, je me suis fait ah tiens, en disant que L'Amour braque était peut-être sorti un peu trop tôt, tout comme Doberman était peut-être arrivé trop tôt, les gens n'étaient pas prêts. Faire mourir. Faire l'amour. Même combat. Après, l'amour braque, c'est chaud quand même, parce que pour le coup, c'est pas le même genre d'approche. Mais c'est pas étonnant, ceci dit, que ça soit une des influences du film. Parce que c'est vrai que l'amour braque, ça joue sur un mode hystéro pendant 1h40 avec les acteurs qui passent leur temps à cabotiner, à en faire des caisses, à grimacer. Le tout avec une caméra aussi qui passe son temps à faire des travelling pas possibles, toujours en mouvement, avec quand même quelque chose de très stylisé dans la direction artistique, dans les lumières. Enfin, on retrouve un peu de ça. Mais heureusement, Doberman se prend beaucoup moins au sérieux que l'amour braque. Kounen, c'est pas Après, c'est Zulawski. pas étonnant parce que ça fait partie de ces films qui avaient pas mal marqué la génération Starfix, donc à laquelle appartiennent tous ces cinéastes, quoi, les Gans, Kassovitz, Dupontel, tout ça, ils sont vraiment issus de cette génération-là. Et c'est vrai que c'est un film qui avait eu un certain impact, à un tel point que c'est Boukrieff qui l'avait fait mettre en couverture de la revue, peut-être 5-6 pages sur le film. Enfin, Ah, ok, ce qui est à ce étonnant point. parce que c'est un film que tout le monde a oublié, quoi. Ben, on dit tout le monde a oublié. Doberman, mis à part ceux qui étaient là un peu à l'époque et qui ont suivi un peu derrière, voire qui ont suivi la carrière de Kounen, le film ne bénéficie pas quand même d'une grosse réputation. Je pense que même par certains, il est encore considéré comme un gros nanar dégueulasse, un espèce de paix foireux qui traîne, qui traîne dans Je sais leur pas. DVD Je tech, me demande caché il y a comme un peut-être, porno je pense- presque. Après, j'imagine, il y a peut-être quelque chose pour le coup, de générationnel. Je me dis que chez les personnes qui ont disons, de nos jours, entre 30 et 40 ans, peut-être qu'il y a un point de vue différent sur Doberman. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'était cette fameuse époque hein, à laquelle on y croyait tous à tout ça. Mais effectivement, oui, c'est plutôt chez les gens de notre âge que le film est assez connu. Mais peut-être qu'il y a une transmission qui peut se faire. Va savoir. En tout cas, c'est vraiment, vraiment un film qui mérite d'être vu. On n'est pas en train de parler d'un chef-d'œuvre, et ça n'a pas du tout ces prétentions-là, surtout un film comme Doberman. Un film comme Doberman, c'est un paix dans un ascenseur, quoi. Ou un paix dans une voiture. Ça schlingue. Faut vraiment être le fils à personne pour lâcher une perlouse dans une bagnole. Le film, en termes d'écriture, de caractérisation des personnages, il est hyper basique, mais c'est vraiment l'énergie
toute cette volonté en fait de ne pas se plier au moindre diktat moral, enfin d'y aller à fond dans un style cartoon et comme je disais tout à l'heure dans le mauvais goût avec avec un humour qui est un peu celui qu'on peut retrouver dans des films de la Trauma. D'ailleurs à l'époque j'étais retombé sur une interview de Kounen de 97 où il disait que effectivement les films de la Trauma faisaient un peu partie de ses influences côté humour. Ça avec après un travail sur la caméra pareil qui est très loin de ce qu'on voyait en France, puisque lui il essayait il y arrivait d'ailleurs à faire quelque chose de très visuel, de très expressif, de très cartoon à la Sam Raimi, mais justement d'ailleurs avec des petits trucs de mise en scène qui font très Sam Raimi, genre par exemple je pense à la scène d'intro c'est peut-être pas la scène d'intro mais c'est au début du film quand t'as le Doberman et Nat la Gitane qui attaquent un fourgon, oui. Un fourgon, et que t'as ce plan avec le type qui est éjecté par l'explosion et qui glisse sur le sol, et qu'en fait, l'acteur était sur un skateboard, à plat ventre sur un skateboard, et qu'on le voit foncer vers la caméra, comme ça, c'est le genre d'effet, c'est très Sam Raimi dans l'esprit, et le film est bourré d'idées comme ça. Je pense que le personnage qui est peut-être le plus développé, et encore, c'est peut-être parce que c'est un de ceux qu'on voit le plus, mais c'est celui de Christini, qui est interprété par un Tchéky Cario complètement possédé, avec son front à moitié extrêmement dégarni, sa cicatrice derrière la tête, et ses répliques... Ses répliques, oui. Il en a tellement dans le film. Kounen et Houssin, ils ont fait une des pires ordures de l'histoire du cinéma avec ce personnage. Ouais, c'est dégueulasse. Surtout le jour de son anniversaire. Sans déconner. C'est son anniv. Mais ça change tout. Je veux pas qu'on m'accuse d'avoir gâché un anniversaire. Le mec pourri jusqu'à la moelle, il n'y a rien à sauver chez lui. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup dans le parti pris du film, c'est que Doberman, si on regarde, c'est un film dans lequel les personnages principaux, les héros, normalement, seraient les méchants de n'importe quel autre film. Et là, ils t'en réunissent plein, donc plein de types avec quand même des profils de psychopathes assez effrayants. Ils t'en fait toute une bande. Et là, de ce groupe de super vilains, puisqu'ils sont clairement bigger than life, il arrive finalement à limite à les faire passer pour des bisounours parce qu'il les met un personnage, Christini, qui est, comme je dis, qui représente tout ce qu'il y a de plus pourri dans l'humanité, en fait. Vous êtes tout seul. Où il est, votre gang de nazes, là? Où? Y a plus personne. Sauf 2 pousses de c'est ça. Donc finalement, ce groupe de super vilains à côté, tu relativises. Dans Doberman, c'est clair, les héros, ce sont des ordures, des braqueurs. C'est pas parce que ce sont des braqueurs que ce sont des ordures, mais il y a quand même un sacré tempérament de psychopathe dedans. Il y en a un quand même qui est bien psychopathe, c'est l'abbé. Et oui, l'abbé. Le mec qui te descend des mecs par paquet de 12 en balançant des sentences à chaque fois, mais de façon totalement froide et détachée. Ça, c'était oui, l'abbé. Et en plus, ils ont coupé les petits... c'est dans les scènes coupées du DVD, c'est sûr. Le Blu-ray, je sais pas trop ce qu'il y a dessus. Mais il y avait quelques petits flashbacks avec sa mère qui éclate la tête de son père à coups de crucifix. Ça sent le sapin. Donc oui, tout ça un peu allumé. Et un Cassel dans le rôle du Doberman. Pas transparent, en fait. Visiblement, une des indications que Kounen avait donné à Cassel à l'époque, c'était Batman. T'es là, mais on t'entend pas trop. Le Batman des films de Tim Burton. T'es là, tu lances des regards et c'est ta présence qui doit imposer. Quand ils en parlent un petit peu dans les commentaires audio, il y a un petit regret de pas avoir plus développé le personnage, parce qu'effectivement, t'as rien du tout sur lui. Rien. T'as cette scène d'intro quand il est bébé, tu vois son père, tu vois qu'il est dans une famille de brigands, mais tu sais rien du tout. Et ils ont même coupé une scène
où il y avait un peu de backstory par rapport à son père, par rapport à ses aspirations, pourquoi il braquait des banques. Et ça a été coupé, ça aussi, pour privilégier le rythme. Ce qui est un petit peu dommage par moment, mais Oui, c'est vrai que c'est le personnage principal, au final, c'est le plus creux du film, finalement. Il sert plus de point de ralliement pour les autres personnages qu'autre chose. Exactement. Et la vraie force du personnage du Daube, c'est le fait qu'il y ait Christini en face de lui, quoi. C'est le fameux adage c'était Alfred Hitchcock qui avait dit ça. Meilleur est le méchant, meilleur est le héros, du coup. C'est un peu ce qui donne tout son poids au Doberman, quoi, parce que c'est lui qui va aller péter la gueule de Christini, et d'une fort belle manière, quand même. Oui. Ce soir, on rate gratis, flicard. Pour Léon. En même temps, tu l'attends un petit peu, celle-là, hein. C'est vrai qu'il y a des morts qui font jubiler, et celle-ci est extrêmement plaisante. Ah ouais, mais celle-ci est énorme, quoi. Là, pour le coup, Kounen, il a représenté à l'écran et de façon cinématographique la scène de Sin City que Robert Rodriguez n'a pas réussi à traduire à l'écran. Enfin. Notre running gag, Robert Rodriguez. Oui, alors que le pire, c'est que Kounen a dit ne même pas s'être inspiré de la BD de Frank Miller, étant donné qu'il a découvert un an plus tard. D'accord. Ouais. Oui. Entre esprits dérangés, je pense que les mecs peuvent s'entendre, parce que Kounen n'était pas à ça près. Je parlais de sa série de courts-métrages qu'il avait fait auparavant, mais il y avait eu quand même une sacrée belle série, et qui s'était... Alors ça s'est pas conclu avec Vibro Boy, parce qu'il y a eu le dernier chaperon rouge derrière, mais il y a eu Vibro Boy au milieu de tout ça, qui était diffusé en double programme avec Tetsuo. Donc ça fait quand même un sacré double programme. Moi, comme j'en avais parlé pendant le podcast sur Boulette Ballette, c'est là où j'avais découvert Tsukamoto. C'était avec Kounen sur le plateau de Nulle part ailleurs, sur Canal+. C'était Ice-T qui était invité, et Kounen était venu sur le plateau avec le marteau-piqueur et le god de Vibro Boy, quoi. Et Ice-T était fasciné par l'instrument, quoi. Il regardait, il me disait, mais c'est génial, ce truc. Mais ta gueule! Tu vas la fermer, ta gueule! C'est fini, le bordel! Brigitte! Tu m'entends? Il est parti, Léon! Ma puissance! Poussière! Je vais noyer tout ce foutre dans la mer! Vibro Boy? Effectivement, Vibro Boy, dans le genre de film à découvrir, qui peut être trouvable à mon avis facilement sur le net. Il y a alors je sais pas si les DVD sont encore disponibles, moi je l'avais pris à l'époque, mais il y a un double ou triple DVD, un coffret avec tous les films de jeunesse de Kounen, tous ses courts-métrages, plein de bonus, plein de suppléments. Ça avait été édité par les mêmes qui ont édité son documentaire d'Autre Monde, et qui faisaient les DVD Pocket. Je sais pas si tu te rappelles cette collection où il sortait des courts-métrages comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, Vibro Boy était sorti dans cette collection. Vibro Boy était sorti comme ça, ok. Et ils étaient bien ces trucs, ça coûtait quoi, ça coûtait même pas 10 €, je crois, ça coûtait 5-6 € le DVD. Et c'était un très bon format, c'était une très bonne économie, ça je trouve, pour justement faire vivre un petit peu les courts-métrages. Du coup, court-métrage assez secoué. Ah oui, déjà, je crois que le premier qu'il avait fait, c'était Gisèle Kérosène. Qui a gagné un prix à Avoriaz d'ailleurs, à l'époque. Et Gisèle Kérosène, si je me souviens bien, c'est une course de sorcières sur des balais, mais filmée façon Tetsuo un peu. En pixelation, ouais, c'est ça. Ouais, ça, en pixelation, ouais.
avec Captain X ou Captain X, si je... Captain X qui était en plusieurs parties, qui est en vue subjective. Ouais, c'est la vue subjective d'un mec qui se fait torturer ou tabasser ou je sais plus C'est quoi. ça, En fait, avec, il s'en prend plein la gueule pendant 10 minutes. Ouais. qui se font torturer par l'abbé, du coup, le grand Dominique Bettenfeld. T'es réveillé? Tu dis pas bonjour? Café? Étoile mort! T'as pas l'air en forme! Café? Non, monsieur, merci, monsieur, c'est la super pêche. Gisèle Kérosène, Captain X, Vibro Boy, Le Dernier Chaperon Rouge. Entre tout ça, des clips et des pubs, notamment pour Elmer Footbeat, pour Erasure. Plus tard, il a fait un clip pour Assassin. Il a fait un clip pour Michael Youn, parce qu'il faut bien payer... Oui, comme des connards. Ah, c'était lui? Kounen, c'est un gars très particulier. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir le côtoyer un petit peu. C'est un gars très 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 particulier. En ce moment, par exemple, Kounen, il est en mode James Cameron et la plongée. Il se balade à travers le monde, tourne des images, fait le plongeur. C'est son truc du moment. Pendant un moment, c'était la vape. Il était à fond sur la vape, il en a fait un documentaire. Il a eu toute une période où c'était le skate et il parlait que de ça, de skate. Des fois, c'était des périodes faire de la moto, faire du cross. Il a eu aussi toute une longue période, et je pense Toute la période chamanique aussi, suite à Blueberry, où il Voilà. avait fait des terres sur le sujet. Exactement, je pense qu'il est toujours branché à ça. Je pense que c'est le genre de choses qui l'accompagne encore parce que ça a bouleversé un petit peu tout son être et tout son fonctionnement. Pour le meilleur et pour le pire, je suis pas à même de juger. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que Blueberry, c'est un film pour lequel j'ai un amour inconditionnel. Et je pense que c'est le premier film sur lequel je me suis vraiment écharpé sur Internet, dans les discussions sur les forums, tellement le film était détesté, conchié de partout. Et pour moi, c'était vraiment pas un film qui méritait ça. Ouais, en plus, c'est un film qui... j'ai pas l'impression qu'il a été vraiment réhabilité depuis, et c'est dommage. Non. Parce que il mérite bien mieux que l'accueil qu'il a eu. Après, je parle de la part de ceux qui se disent amateurs de cinéma de genre, qui apprécient quand même des films qui proposent des expériences un peu différentes, psychotropes, tout ça. Là, j'ai l'impression que même cette frange du public, le film les a pas trop touchés. Après, en termes de public, de succès public, là pour le coup c'était perdu d'avance. Le film était vraiment, je pense, vraiment trop particulier pour pouvoir être un succès à la hauteur de son budget. Mais malgré tout, dans les amateurs, comme je dis entre guillemets, de cinéma de genre un peu barré, je comprends pas qu'il ait pas meilleure réputation. We've known each other for quite some time now. Mikey Mike. It's time to go. C'est plutôt un film par lequel il faut se laisser porter, comme un petit peu comme Climax au final, ou Enter the Void. On est dans le même genre de film, mais en beaucoup plus doux. Parce que Blueberry, c'est un film très doux, moi je trouve. C'est bête de dire ça d'un film, mais j'ai l'impression que c'est un film très bienfaisant, en tout cas. Donc voilà, mais on reviendra sur Blueberry à un moment ou à un autre. Ne nous égarons pas trop là-dessus. Là, on en est à la période sale gosse de Kounen, avant que justement il ait ces illuminations, cette illumination dans la forêt amazonienne. Doberman est très décousu quand même, moi je trouve. Alors, c'est une ligne droite, il n'y a pas vraiment de temps mort, et quand tu écoutes les commentaires audio, tu vois que tout ce qu'ils ont supprimé, c'était en faveur du rythme. Il faut que ça avance, il faut que ça avance, il faut que ça avance. Et du coup, il y a quelques raccords, quelques enchaînements où
ça craint un petit peu, quoi. C'est ce qui fait que le film ne peut pas atteindre ce statut de grand film ou que sais-je, mais comme tu le disais, il a été fait dans une logique d'exploitation et il ne cherche pas à être un grand film. Non, 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 pas du tout. Enfin, mais d'ailleurs, à l'époque, Yann Kounen, il assumait totalement. Je sais que quand le film est sorti, il se définissait donc dans les interviews, sur certains plateaux télé, ça comme étant un clipper fou. Et donc, il se mettait en opposition à, entre guillemets, les chiants et les social-démagos, tu vois. Le mec, il disait juste que voilà, il faisait un film juste totalement fou, mais qui cherchait pas voilà, à faire quelque chose de réflexif ou de porteur de message. Non, il n'avait pas du tout ces ambitions-là. C'était juste un film, comme on disait tout à l'heure, hein, un film d'exploitation un peu crade, un peu foufou. Le genre de programme qu'on peut recommander lors d'une soirée avec des potes et des pizzas et de la bière, voire plus. Après, ce que j'apprécie beaucoup dans le film, même si c'est aussi lié à ses défauts, c'est que c'est vrai qu'il y a un rythme qui peut paraître inégal parce qu'on a l'impression qu'il y a des moments, il y a des scènes qui paraissent, enfin, des scènes d'échange de dialogue comme ça qui peuvent paraître beaucoup trop longues vu le rythme du film. Mais après, c'est ce qui lui donne aussi tout son charme où Kounen, il a fait une sorte de tonton flingueur pour une génération en fait qui a été élevée aux comics, au manga, à la musique électronique, à toutes ces choses-là. Et je pense que c'est aussi ça qui a plu au public d'adolescents et de jeunes adultes de l'époque. D'autant plus que le film se déroule dans un univers qui est typiquement français, c'est-à-dire que bon, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler la France white trash, quoi, qui est représentée dans le film, mais c'est traité de façon totalement comic book. Voilà, avec des personnages qui sont bigger than life, avec même la façon de filmer qui est hérité de Sam Raimi, du cinéma hongkongais, tout ça. Et donc ça donne un point de vue assez inédit sur un univers français. Et comme je disais, je pense qu'il a réussi à toucher quelque chose avec ça. Et que ça aurait pu être aussi un exemple à suivre. Parce qu'après, je vois un film qui a essayé de faire la même chose, c'est-à-dire de prendre des personnages, un contexte typiquement français, avec même une façon d'écrire les dialogues qui peut faire penser à du Audiard, et le tout à la sauce voilà, plus comic book, plus actionneur. Le film que je vois, qui a essayé la même chose, c'est La Horde. Faites une descente. Les restes à croire du dernier étage, c'est ça? On les enfume et on décomme tout ce qui sort. On va leur apprendre la Marseillaise. Je vois ce que tu veux dire, je vois le lien que tu arrives à faire entre les deux. Moi, c'est marrant, celui auquel je pensais, ça aurait été Atomic Circus, des frères Poirot. Oui, aussi, et qui pour le coup, t'as un film pareil, avec plein de bonnes intentions, mais tout comme La Horde, je trouve pas que ça fonctionne aussi bien que Doberman, en fait. Welcome to reality, baby. Après, il y a eu beaucoup d'improvisation, il me semble, hein, sur Doberman. Kounen a sa manière de filmer, parce qu'ils étaient sur un budget assez réduit. Ils étaient quand même sur un peu plus de 30 millions de francs, donc 5 millions d'euros, grosso merdo. Il y a eu pas mal de systèmes D pour faire le film. Il y a MacGuff et Rodolphe Chabrier qui sont là et qui continuera d'accompagner Kounen dans tous ses projets et d'exploser complètement dans Blueberry, parce que non, désolé, je replace encore Blueberry, mais c'est quand même un film avec des effets spéciaux complètement hallucinants. Mais, Cas de le dire. mais déjà, Doberman, ça tentait des choses intéressantes. Hein. Ne serait-ce que le fameux générique d'ouverture avec le chien en image de synthèse. Visiblement, il avait envie de tâter un peu d'animation, parce que je pense que, une fois de plus, hein, comme toutes les personnes respectables, il a bouffé du cartoon à plus en pouvoir. Et... Ah, mais de toute façon, ça se ressent dans Doberman. Oui, le mec, il a bouffé du cartoon, du comics, du manga, Ils font chier, hein. Pourquoi ils vont pas flinguer les mecs qui leur pourrissent la vie? C'est vrai, ça? C'est le manque de foi qui rend fou les hommes. Manque de foi. C'est le manque de pognon, ouais.
Doberman, un film plein de répliques sacerdotales. Ça serait difficile de faire un super cut de toutes les répliques parce que Bon, on coupe la friction de nous. Faut que j'évacue, c'est mécanique. je pense que ça durerait une bonne vingtaine de minutes, je pense. Tu te rends compte, faudrait en sucer des kilomètres de queue pour se payer une bagnole comme ça. Je sais même pas si c'est humainement possible. Un gros quart d'heure certain. Le Seigneur l'a châtié. Il a rejoint le paradis des hommes sans tête. Enfin, il veut dire qu'on lui a grenadé la gueule. Mais je pense qu'on peut tirer sur les 20 minutes parce qu'il en est véritablement bourré. Va te faire enculer! Bourré. C'est vivant comme caractère, hein. Ouais, en plus avec des répliques d'une élégance telle qu'on n'en voit plus, avec à la fin Christini qui fait t'entends rien, mais tu vas la sentir. Ah ben, le truc délirant avec Christini, c'est... tu sens les moments où il commence à péter les plombs et il se met à parler en anglais. The police. Oui, Vicky qui gueule fuck you d'ailleurs à la fin. Oui. Dans la même séquence que le t'entends rien, quoi. C'est ça. C'est le mec qui se prend pour l'inspecteur Harry, quoi, clairement. C'est dommage, effectivement, qu'il n'y ait pas eu de suite. Alors, pas nécessairement de suite au film Doberman, même si Kounen en parlait pendant un temps. Je pense qu'après, quand il y a eu les chamans, il a un peu mis ça de côté. Puis, avec le temps qui passait et un retour un petit peu à ce cinéma... un peu déjanté avec 99 francs, parce que dans tout ce qu'il a fait derrière, j'ai pas vu son segment pour Les Infidèles. Pareil qu'il est bien. Mais 99 francs, est-ce qu'il se rapproche le plus de ses premiers délires surexcités et assez mal polis? Il en reparlait un peu du Doberman, et visiblement Cassel a dit non, mais moi, ça sera sans moi. Et Kounen a dit, de toute façon, si Cassel est pas de la partie, moi non plus, je n'en serai pas. Donc c'est tombé un peu à la flotte. Qui sait, peut-être un reboot? Pourquoi pas? Dans ce cas, faudrait à nouveau qu'ils coécrivent ça avec Joël. Poussin. Mais alors, filer ça à qui en France? À quelqu'un qu'on connaît pas et qui déboulerait. Et qui serait bien. Le rôle du Doberman? Non, en réalisateur. Le rôle du Doberman, je pense que tu vois, Cassel pour moi est pas emblématique dans le rôle du tout. Comme réalisateur, oui, ce serait plutôt un type qui déboulerait comme ça, parce que c'est ce qui me manque un peu dans le cinéma français actuel, ce genre de réalisateur, comme Yann Kounen à l'époque de Doberman ou 99 francs, ou voire même Dupontel quand il faisait Bernie. C'est-à-dire des réalisateurs qui font quand même dans le genre bien rentre dans l'art, quoi. Si, bordel de merde. Ici, on a les 7 Ickerman. Oui. Je vois que eux, en réalisateurs émergents, talentueux, avec un style, avec un vrai cerveau, voilà, il y a eux. Mais c'est vrai que finalement, cet état des lieux là, sur le cinéma français actuel, ça ne fait que rendre Doberman plus précieux encore. Se dire que, oui, il y a 20 ans, il y a un film qui est sorti dans un gros réseau de salles, qui a fait pas loin d'1 million, donc 800 000 entrées, et qui était pour le coup un film de genre totalement libre, décomplexé, et qui s'assumait à 100%. Ça a existé, voilà. Donc rien que pour ça, ce film, malgré tout de rythme, de structure, d'écriture aussi pour le personnage principal, malgré tous ces petits défauts qu'il peut avoir, il est précieux. Je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse donner sur Doberman, qu'on encourage tout le monde à voir, à revoir. Et puis regardez Vibroboy aussi. Oui, si vous arrivez, le DVD doit être trouvable à pot de balle maintenant. Celui du Doberman qui est complet avec la grande majorité des courts-métrages de Kounen, voire tous les courts-métrages de Kounen. Oui, avec Vibroboy est le complément à avoir. Oui, parce que c'est clairement dans le même état d'esprit, quoi. Mais de toute façon, quand ils faisaient Doberman, ils étaient en mode, je vais faire un long métrage dans le même état d'esprit que mon Vibroboy qui était sorti en salle quelques années auparavant. Et d'ailleurs, la guéguerre contre les cahiers du cinéma, dont on parlait tout à l'heure avec le plan où la scène où Duris se torche avec les cahiers du cinéma, apparemment, ça vient de la réception de Vibroboy. D'accord. Ouais, c'est les cahiers du cinéma qui avaient fait une
critiques où limite ils insultaient, ils insultaient Kounen. Et donc il leur a fait un petit renvoi d'ascenseur comme ça avec le plan de Duris qui se torche avec les cahiers. Les mecs, ils sont gonflés quand même. Venir faire chier sur un court-métrage, quoi. Faut vraiment jamais qu'il y ait une tête qui dépasse avec ces mecs-là. C'est incroyable, incroyable. Mais bon, Doberman s'est fait à cette époque. Après, rien n'est impossible, hein. Aujourd'hui, les moyens de production sont beaucoup plus simples qu'auparavant. Parce que ça, c'est un petit détail aussi dont on n'a pas parlé, mais Doberman a été monté à l'ancienne, n'a pas été monté sur un Avid. Il y a 2 scènes qui ont été montées sur Avid, celle avec les split screen pendant la préparation du braquage et tous les leurres, et la scène de fin avec la post-mort de Christini qui est dans un espèce de délire je suis vivant, je m'en suis sorti. C'est les 2 seules scènes qui ont été faites comme ça, et la monteuse de Kounen, c'est ce qu'elle disait, elle était vraiment dans la mentalité des anciens où la vie te permet de faire trop de choses, donc le montage à l'ancienne, bah, tu prends le temps de réfléchir à tes raccords, à tes plans et à comment tu vas monter tout ça. C'était assez intéressant à écouter son point de vue, même si elle était bien consciente que ça allait pas durer et que de toute manière le montage numérique allait prendre le dessus très vite derrière. Est-ce qu'on recommande un petit truc à côté de ça? Bon, on a déjà cité quelques films quand même en parallèle Oui, parallèle pour du le Daube. coup, j'appuierai juste une fois de plus sur le film Full Contact donc de Ringo Lam avec Chow Yun-fat, donc qui est un film d'action polar hongkongais qui est sorti en 92, qui est classé catégorie 3. Alors catégorie 3 à Hong Kong, j'ai dit ça pour les auditeurs, catégorie 3 à Hong Kong, ça désigne des films qui sont interdits aux moins de 18 ans parce que souvent trop immoraux, trop violents, trop gore, ou alors avec un contenu sexuel trop explicite. Mais dans les années 90, il y a eu toute une vague en fait de films d'exploitation hongkongais qui étaient classés catégorie 3 au point de devenir un genre. C'est-à-dire que c'est des films qui remportaient un gros succès à Hong Kong à l'époque. Après, ça peut se comprendre, c'était juste avant la rétrocession, durant une grosse période de stress chez les Hongkongais. Et donc, il y avait des films de très mauvais goût, ultra violents, avec plein de cul, de gros mots et de gore qui cartonnaient dans les salles. Et Full Contact est l'un d'eux. Et c'est un film qui, sur beaucoup d'aspects, fait penser à Doberman. Donc, je pense même que ça peut être amusant de se faire une soirée double programme avec les 2 films d'affilée. Voilà. C'est une excellente recommandation, ça. Excellente recommandation. J'appuie. Et en parallèle de Doberman, moi, je recommanderais Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Voilà. Si vous aimez les douches écossaises, je pense que ça devrait vous plaire. En attendant, on vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à suivre la page, la chaîne, les pouces en l'air et tout ce que vous voulez. Nous, on prend. Et c'est pareil. Faites passer le mot si vous pouvez. Allez, des oublis, à la prochaine. Oh putain! Tu vas le percer ton putain de calbut! Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Tous vos discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime.